je me suis dit qu'il pourrait être utile de réfléchir aux différentes thématiques des concours de philosophie, CAPES, agrégation, ENS, et d'essayer d'élaborer sur cette chaîne des journaux réflexifs, des journaux philosophiques autour de ces différents thèmes. Et donc j'introduis ces différentes séries avec la question de la morale, qui est, il me semble, le thème de l'ENS. Donc ce que je vais essayer de faire dans cette série de vidéos, c'est plusieurs choses. Ça va être de réfléchir à cette thématique de la morale en l'explorant sous différents aspects problématiques, ça c'est évident. Aussi de présenter éventuellement des auteurs, des références qui me semblent intéressantes ou qui m'intéressent autour de la question de la morale. Et donc de baliser un champ, un peu comme je l'aurais fait finalement si j'avais dû préparer le concours avec ce thème-là. Donc finalement ce que je me propose de faire, c'est de faire comme si je préparais le concours de l'ENS sur la morale. Donc on commence cette première série par une première vidéo qui ressemble à une sorte de pré-travail réflexif sur le thème. Bon, il me semble que toutes les explorations thématiques sont problématiques en philosophie parce qu'elles tendent toujours à atténuer ce qu'il y a de plus essentiel, selon moi, à la fois dans le geste philosophique, mais aussi dans la préparation d'un concours. C'est-à-dire la compréhension de ce qui fait le problème. J'attache beaucoup d'importance à cette dimension-là du problème parce que au-delà de la connaissance technique des doctrines, technique des notions, etc., la capacité à mobiliser des auteurs, etc., c'est cette capacité à saisir ce qui fait problème et les aspects du problème qui va, je crois, distinguer les dissertations et permettre leur évaluation à la fin. Or, un concept tout seul ne fait pas problème. Et c'est pourquoi l'un des premiers conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui doit préparer un concours autour d'un thème notionnel, comme la morale, est d'essayer de réfléchir à ce qui, depuis la notion, fait problème. Pour le dire autrement, même si les notions ne sont pas en elles-mêmes problématiques, elles sont dépositaires, en quelque sorte, d'un certain nombre de difficultés fondamentales autour desquelles se structurent le plus souvent les différentes doctrines de l'histoire de la pensée, et autour desquelles vont aussi souvent se structurer les sujets possibles du concours. Dans le cas de la morale, il me semble que l'une des difficultés structurantes de la philosophie morale est l'articulation entre une théorie philosophique qui tente de proposer les fondements de principes qui devraient orienter l'action, et une pratique qui peut parfois entrer en résistance avec les principes découverts dans le déploiement de la théorie. Alors cette difficulté, évidemment, n'est pas la seule, mais je pense que c'est un bon point de départ pour réfléchir à la notion et voir en quoi la morale, en tant qu'entreprise théorique, se confronte assez rapidement à la morale en tant que champ pratique. Si nous réfléchissons par exemple à des sujets comme à quoi servent les doctrines morales, ou en morale y a-t-il des choses à savoir, ou encore faut-il expliquer la morale par son utilité, nous pouvons délimiter un trait commun dans la réflexion sur la moralité. Et ce trait commun peut être formulé sous une question un peu naïve, qui serait celle-ci: à quoi ça sert, finalement, de penser la morale ? Quelle est l'utilité d'une pensée de la morale ? Qu'est-ce que c'est la morale ? À quoi ça rime ? La morale peut être définie comme le domaine philosophique où nous nous posons la question de ce que l'être humain doit faire, en réfléchissant au but de ses actions et à leurs conditions. De ce point de vue, elle se donne d'abord comme une réflexion théorique sur les principes devant fonder l'agir humain. En effet, pour déterminer ce que nous devons faire, il faut bien d'abord poser les règles de ce devoir faire, et ces règles semblent supposer une rationalité qui va dégager depuis sa position théorique un ordre du monde. Donc il y a une situation initiale en quelque sorte de la rationalité par rapport au questionnement moral, une situation initiale qui peut être paradoxale étant donné le champ d'investigation de la morale, puisque c'est une situation initiale qui ne va pas d'abord peut-être s'inscrire dans la pratique, dans l'agir, mais d'abord dans la pensée et dans la réflexion sur des principes théoriques, abstraits éventuellement, et donc détachés précisément du plan pratique.
Ainsi, si je dis qu'il faut agir de cette manière, c'est bien parce que je considère théoriquement, en amont de mon action, que cette manière est bonne. Et donc je dois justifier rationnellement ce qu'est alors le bien. Or, la définition de ce bien ne va pas de soi, et ceci à plus d'un titre. Ce que je veux dire, c'est qu'il est d'abord évident que dans le cadre des disputes philosophiques, nous pouvons édifier des théories du bien qui ne sont pas en accord entre elles. Une morale dite déontologique, par exemple la morale kantienne, considère par exemple que des impératifs catégoriques, c'est-à-dire des lois universelles, déterminent la bonne intention dans l'action, et que c'est le respect de ces impératifs qui permet de qualifier de bonne, c'est-à-dire de conforme aux impératifs moraux, une action. Ainsi, dans ce cadre, c'est bien l'intention qui détermine le bien, et non pas la conséquence effective de l'action. Au contraire, une morale conséquentialiste, par exemple, comme la morale utilitariste d'un Bentham ou d'un Mill, considère que l'évaluation de la moralité d'une action dépend des conséquences bonnes de cette action, selon notamment un calcul des conséquences réelles de l'action. Là déjà, nous avons des positions sur la définition du bien, comme un principe régulateur, qui sont hétérogènes et même inconciliables. Donc philosophiquement, nous nous trouvons devant une difficulté, puisqu'il semble bien que c'est une position théorique qui permet de justifier telle ou telle option philosophique, et non pas le résultat d'une étude pratique sur la morale. Alors, il peut arriver éventuellement que dans des philosophies morales, cette dimension pratique soit considérée comme première, en fait, dans l'ordre de la réflexion, mais à la fin, ce que l'on veut élaborer, c'est bien une théorie, avec l'élaboration de principes régulateurs, et donc qui ne vont pas entièrement se rapporter à des cas pratiques. Justement, l'une des distinctions entre l'éthique et la morale va être se jouer dans cette manière méthodologique finalement d'appréhender la réflexion sur qu'est-ce qu'une action juste ou qu'est-ce qu'une action bonne. On y reviendra plus tard. Mais au-delà de ces conflits théoriques, nous pourrions considérer d'abord qu'il est en soi difficile de penser théoriquement le bien. Ainsi apparaît l'une des critiques récurrentes adressées aux théories morales, qui est qu'elles peuvent apparaître, paradoxalement, inapplicables. Une telle critique est classique, dans le cas de la morale kantienne, où les conditions théoriques pour qu'une action puisse être qualifiée de bonne semblent être indéterminables en pratique. Il n'est pas possible de certifier de la pureté morale d'une action. On peut peut-être théoriser ce que serait une action purement morale, mais on ne peut pas être sûr dans les faits, en pratique, que cette action soit réalisable ou ait été un jour réalisée. De ce point de vue, la question de savoir à quoi servent les doctrines morales est une question pertinente. Le paradoxe du questionnement moral dans le champ philosophique est qu'il pourrait étrangement viser une juste qualification de ce qui est pratiquement bon, tout en échappant dans ses discours à la pratique réelle, c'est-à-dire au champ de l'agir lui-même. Cette difficulté apparaît notamment quand on confronte les principes de la moralité tels qu'ils peuvent être décrits par les grandes théories morales en philosophie, avec l'hétérogénéité des situations morales où ces principes devraient s'appliquer. La rigidité des principes ou des règles édifiées par les morales philosophiques risque toujours d'imploser par la rencontre avec la complexité des situations pratiques réelles, où en fait l'évaluation théorique peut apparaître, si ce n'est non pertinente, en tout cas impossible à produire en temps réel. Dans le cas d'une morale conséquentialiste, par exemple, la possibilité d'évaluer au moment de l'action la conséquence potentielle de cette action, et donc de décider en conscience d'agir ou non, ne va pas de soi. Dans l'existence réelle, dans le continuum de la vie, les situations sont le plus souvent intriquées, particularisées, et les choix moraux ne sont pas des alternatives simples, mais de complexes réseaux d'actions et de conséquences qui, par ailleurs, doivent être effectués dans un temps limité. Donc, le cas de la morale conséquentialiste est intéressant, puisqu'on pourrait la considérer comme plus pragmatique, au sens un peu commun du terme, c'est-à-dire plus proche, finalement, d'une vision pratique de la morale, qui dirait, bon, peu importe les intentions, nous, ce qui compte, c'est la conséquence réelle des actions, mais finalement, l'évaluation même de la conséquence des actions, en pratique, est très difficile à faire,
Et même si elle peut être pensée théoriquement, quand on réfléchit à la manière dont on pourrait produire cette évaluation dans les faits réels, c'est très difficile. C'est très difficile déjà en soi, mais c'est très difficile en plus si on rajoute le problème du temps limité de l'action, de la temporalité propre de la pratique. Donc penser la morale, on revient sur la question de la notion, le thème, c'est donc penser cette conflictualité apparente entre le champ théorique et le champ pratique. Comment rendre compte de l'hétérogénéité dont nous venons de parler ? Est-ce que cette hétérogénéité disqualifie dès le départ les projets philosophiques moraux ? En même temps, l'idée que toute tentative de formalisation de la morale est vouée à l'échec et qu'il n'est ni nécessaire ni même possible de s'y atteler est une idée à la fois simpliste et trop confortable. En effet, si nous voulons formaliser la morale, c'est-à-dire partir à la recherche de principes régulateurs, ce n'est pas simplement parce que nous sommes pleins d'un furieux appétit théorique, en quelque sorte, mais parce que, existentiellement, les conflits moraux apparaissent, et que l'existence humaine est faite de rencontres avec d'authentiques dilemmes moraux. Or, si nous voulons échapper à l'arbitraire de décisions strictement passionnelles, irréfléchies, immédiates, ou bien à l'hétéronomie des systèmes qui décideraient pour nous, pour qu'on n'ait pas justement à y réfléchir, nous devons bien en amont et en aval de nos comportements moraux y réfléchir, et à minima tenter de clarifier ce qui apparaît d'abord d'un bloc comme des réseaux complexes d'intentions et de conséquences. Ce que je dis là est, à mon avis, important par rapport à votre travail sur le thème, parce que l'une des stratégies souvent adoptées et qui me semble être dangereuse et même finalement contre-productive par rapport à la réussite au concours, c'est de disqualifier finalement la question qu'on se pose. Et l'un des modes de disqualification classique de la morale, c'est de dire, puisque de toute façon elle est souvent inopérante dans les cas pratiques réels, puisqu'on voit bien qu'elle est théorique, mais qu'en pratique, on est tout le temps soumis à de l'hétérogénéité, aux particularités de situation, finalement la morale dans sa totalité, comme entreprise, n'a pas de sens. C'est notamment un intérêt qu'on pourrait avoir dans la construction d'une dissertation sur un sujet qui graviterait autour de ce questionnement-là, et qui, dans une troisième partie, évacuerait le problème en disant, mais de toute façon, en fait, l'entreprise morale dans son ensemble n'a pas d'intérêt. Ici, je fais remarquer juste que on peut prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire, quand vous avez le sentiment qu'une entreprise philosophique n'a pas d'intérêt, demandez-vous pourquoi, du coup, cette entreprise a commencé à avoir lieu. C'est-à-dire, s'il est si évident que le questionnement moral ne sert à rien et qu'il est inapplicable, on peut se douter que vous n'êtes pas les premiers à le penser, on n'est pas le premier à penser ça. Et pourtant, ces entreprises continuent. Eh bien, peut-être que, hypothèse, c'est parce que malgré la grande difficulté de produire une réflexion morale, en raison des difficultés que je viens d'énoncer, il y a un vrai enjeu finalement existentiel à y réfléchir. Et donc c'est autour de cet enjeu-là qu'on doit penser la morale. C'est-à-dire, la difficulté théorique très forte de produire une morale n'empêche pas que, en même temps, sa nécessité semble s'imposer à nous. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à savoir en morale, au sens où, comme je viens de le dire, cette notion de savoir est hautement problématique quand nous parlons de moralité. En revanche, je pense qu'il est intéressant d'avoir à l'esprit ce qui justifie l'élan philosophique vers la morale, sans disqualifier dès le départ une entreprise qui peut paraître de toute façon vouée à l'échec et à l'innocuité. Donc, on a là brossé un premier portrait, on va dire, sur cette notion de la morale. On va continuer à le faire. La prochaine vidéo, je parlerai d'Anscombe et de sa réflexion précisément sur une philosophie, sur ce que serait une philosophie morale moderne.